Bonjour à tous et bienvenue dans Va, Vie et Entreprends. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de partager un moment avec une femme talentueuse et passionnée, Ornella Cohen, dit Ornella Cause. Un talent de la coiffure devenu incontournable à Paris et qui rend jalouse les autres régions de France. Ornella a fondé son salon à Paris il y a quelques années, mais est aussi reconnue dans le milieu de la mode et de la beauté et est une véritable créatrice de contenu. Nous allons découvrir dans ce podcast l'univers et le parcours d'Ornella, son organisation entre son métier et son rôle de mère de 3 enfants. Elle partagera ses conseils pour se lancer, suivre sa passion et comment travailler en famille. Un témoignage authentique avec une dose de bonne humeur et d'humour. Bonjour à tous et bienvenue dans Va, Vie et Entreprends, le podcast qui met en avant des parcours inspirants. Et en parlant de gens inspirants, je vous présente Ornella Cohen. Voilà. Merci beaucoup de me recevoir. On va parler de toi, de ton parcours, de tes inspirations, de tes doutes, de toute ta vie, personnelle et professionnelle. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais pour moi, c'est un honneur parce que tu es une fille géniale, talentueuse, drôle. Et tout ça se ressent énormément dans ton salon. Merci. Puisque Ornella a un salon dans le 16e arrondissement que tout le monde commence un petit peu à connaître, aussi grâce au réseau. Et donc, voilà, je vais te laisser... Merci beaucoup. Je suis très touchée, Elodie. En plus, on se connaît très bien. On se connaît super bien. Et tu as les yeux qui brillent, donc ça me touche beaucoup. Alors, Ornella Cohen, née Zetoun. Oui. Je cite ces deux noms parce que Ornella, c'est ça. C'est Cause. C-O-Z-E. La contraction de ces deux noms. Tu as 42 ans, tu es mariée, tu as maman de 3 enfants. Exactement. Donc, tu vas nous parler aussi de ta vie de femme, de mère, d'entrepreneuse, puisqu'on va s'adresser à des gens qui veulent se lancer. Okay. Toi, tu t'es lancée dans plein de domaines différents, mais toujours avec la même passion, la coiffure. Tu as grandi en banlieue, une vie heureuse avec tes parents, très famille. Tu me disais que la vie de ta famille a toujours compté. C'est toujours le cas? Bien sûr. Tu étais une élève moyenne, tu détestais l'école. Ouais, j'aimais pas l'école. Tu t'ennuyais. Ouais, tu avais du mal à rester en place. J'avais beaucoup de copines, mais j'étais très stressée par l'enjeu que ça allait donner par la suite déjà. Et puis, je sais pas, j'aimais pas cette atmosphère avec les profs. J'avais pas trop envie de me donner autant que je me suis donnée, par exemple, après pour la coiffure. J'étais pas bien dans mes baskets, en tout cas en classe. Ouais. J'étais bien dans mes baskets à la récré, avec mes copines, parce que même des fois, ça m'arrivait de les coiffer pendant la cour. C'est vrai? Ouais. À quel âge? Très, très tôt. C'est vrai? Très, très tôt. Tu faisais des tresses, tu faisais tout ça? Très tôt. Tu coupais pas quand même. En fait, toutes les petites. Tu coupais pas? Non, je coupais pas. J'aurais pu ramener mon petit ciseau. Mais non, en fait, très jeune, tu sais, toutes les filles, elles veulent jouer soit à la maîtresse, soit à la coiffeuse. Ouais. Sauf que moi, c'était pas on joue à la coiffeuse et après, plus tard, tu deviens docteur. Je suis restée. C'était vraiment. Voilà, on jouait à la coiffeuse, ok, et je jouais à la coiffeuse déjà très jeune. J'ai l'impression de jouer encore à la coiffeuse, c'est ça qui est sympa. Ça a toujours été en toi. Ça a toujours été en moi. J'ai toujours aimé même la texture, la matière, rendre belle, la beauté en général. Mes copines, je voulais qu'elles soient les plus belles. Donc même quand on était à l'âge de l'adolescence, c'était très important pour moi qu'elles soient super bien coiffées. Il y avait des coiffeurs dans ta famille ou comment ça s'est passé? Comment tu as commencé à aimer à ce point-là la coiffure? Je pense que c'était peut-être dans les gènes parce que c'était le premier métier de mon grand-père, chose que je ne savais pas du tout d'ailleurs, je l'ai appris très tard. Et mon grand-père a eu un rôle quand même assez important dans ma décision de choisir la coiffure parce qu'à la base, il était complètement contre. Alors qu'il était coiffeur. Alors que c'était son premier métier. Mais justement, parce qu'à l'époque, aujourd'hui, je pense qu'il aurait 100 ans, donc voilà, c'était il y a très, très, très longtemps. Il disait que c'était un métier où tu pouvais avoir des varices, tu étais tout le temps debout, c'était pas fait pour moi. Et moi, je lui disais très jeune, parce qu'il est mort quand moi, j'avais 9 ans. Donc, j'ai dû lui en parler vers mes 6-7 ans, parce que je me rappelle qu'on en avait longtemps parlé. Et t'as fait peur avec les varices. Et il m'avait dit, mais ma fille, ne fais pas ce métier-là. Enfin, ma petite fille, ne fais pas ce métier-là, c'est pas un métier pour toi, tu vas être tout le temps debout, tu auras des varices. Donc moi, j'ai mis une croix dessus, en fait. Pour moi, mon grand-père, il avait la parole de ton grand-père, la parole de la famille. Ah oui, pour moi, c'était impossible d'aller à l'encontre de ça. Donc mon grand-père m'avait pas conseillé de faire ce métier-là parce que les conditions de l'époque aussi n'étaient pas agréables et que voilà, c'était pas un métier pour lui qui était bien. Alors du coup, à quel moment t'as eu le droit, enfin tu t'es octroyé le droit ou tu en as parlé avec ta famille? En fait, moi, je me suis mis une vraie croix là-dessus. C'est-à-dire que pour moi, ça restait un jeu de coiffer. C'était plus du tout dans mon avenir, la coiffure. Donc ça restait un jeu de petite fille ou même d'ado quand tu coiffes tes copines, mais c'était plus du tout envisageable pour en faire un métier. Sauf qu'un jour, c'était quoi, fin de seconde, fallait que je choisisse un peu mon avenir, mon orientation. Et là, la question, c'était soit j'allais vers un parcours, on va dire, technologie, chose que je n'avais pas du tout envie, parce que j'avais pas envie de faire un métier qui me plaisait pas déjà.
et puis je me voyais pas du tout choisir, voilà, il y avait rien qui me branchait. Soit, fallait que je redouble pour étudier l'éco-gestion à l'époque, c'était. Donc, il fallait être bonne dans toutes les matières, chose que j'étais très moyenne. Bref, donc c'était ça, voilà. Les 2 orientations ne me plaisaient pas. Et je me rappellerai toujours, c'est ma mère qui m'a dit, mais Ornella, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Tu t'es lancée, tu lui as dit. Et là, je lui ai dit, bah, tu sais très bien que mon rêve, c'est de faire de la coiffure, mais c'est impossible. Et elle me dit, mais pourquoi? Et je lui ai dit, bah, parce que Pépé, il voulait pas. En plus, c'était son père. Ouais. Et elle m'a dit, comment ça, Pépé, il voulait pas? Le gros secret que j'avais gardé en moi. J'ai dit, bah, Pépé, il voulait pas du tout. Donc, c'est... Et là, elle me dit, mais c'était son premier métier, il était dans des conditions où il était tout le temps debout, c'était... ça travaillait à la chaîne. Voilà, c'était puis c'était pas agréable, il n'y avait pas de reconnaissance sur les coiffeurs, c'était un sous-métier, voilà, c'était un peu un sous-métier à l'époque. Donc lui, bien sûr, quand je lui disais ça, il me disait, laisse tomber ma fille, choisis autre chose. Et là, ma mère, qui est très ouverte d'esprit, m'a dit, mais fais ce que t'aimes, fais ce que t'aimes. Et t'inquiète, et elle m'a réconciliée, parce que c'est son père. Donc aller à l'encontre de la parole sacrée de mon grand-père, qui est pour nous le dieu de la famille, et qui me dit, donc j'ai l'approbation de ma mère, qui me dit, Ornella, fais ce que t'aimes, parce qu'aujourd'hui, les conditions sont différentes, et c'était en plus il y a 26 ans, donc elles sont encore plus différentes au jour d'aujourd'hui, mais déjà il y a 26 ans, elle m'a dit, fais un métier que t'aimes. Elle m'a dit, pour avoir fait beaucoup de métiers, choisis un métier que t'aimes, et t'inquiète pas, tu vas pouvoir t'asseoir, tu n'auras pas de varices, tu iras chez le phlébologue. Enfin, elle m'a trouvé tous les arguments possibles pour me réconcilier finalement avec ça, parce qu'elle savait, je pense, que j'aimais ça. Donc là, ce que tu peux dire à ceux qui nous écoutent, c'est qu'en fait, on ne peut pas lutter contre une passion ou une vocation. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aller, en tout cas, se donner les moyens. Franchement, il ne faut pas se mettre des barrières en réalité. Il ne faut pas se mettre des barrières. Et combien de fois ça m'a servi de leçon finalement de me dire, bah, fais-le. Parce que, voilà, là, j'ai eu cette approbation parce que j'ai commencé très jeune, j'avais que 15 ans et demi. Mais aujourd'hui, je me dis, mais dans n'importe quel projet, je ne réfléchirai pas autant. Je me dis que si mon cœur me dit de le faire, il faut le faire, en fait. Et du coup, donc, ta première expérience dans un salon, c'était à quel âge? Elle était folle, ma première expérience. Pourquoi? Raconte-nous. Non, mais ma première expérience était un peu folle. J'ai eu une première expérience où je suis rentrée dans... Alors, ma mère, donc du coup, m'a appris tout de suite les choses en main parce qu'elle est très, très réactive, ma mère. C'est une de ses qualités. Tu vas nous en parler avec ta maman tout à l'heure. Voilà. Très réactive, elle prend le téléphone, tac, tac, tac. Elle me trouve une journée dans un salon de coiffure en banlieue, à côté de chez moi, et me dit, écoute, voilà, tu vas commencer, si tu veux, tu fais une journée, et puis à l'issue de la journée, on voit vraiment si c'est ce que tu veux faire, ou bien si finalement tu préfères réfléchir à tes études et tout. Bonne stratégie, tu me diras, pour commencer. Une journée d'essai, voilà. Ça, on prenait pas vraiment de risques. Et elle m'a déposée à 9h. Elle est venue me chercher à 18h30, 19h. Elle était pressée de me retrouver, j'avais que 15 ans et demi, les bagues, la coupe d'Ophélie Winter, les cheveux plaqués comme ça. J'avais 15 ans. En Miss 60? Ouais. Taille basse? Les buffalos. Les buffalos. Des tarquoines hyper serrés. Et donc, elle me voit et elle me dit, ma fille, allez, ça y est, ta journée s'est bien passée. Ouais, allez, on rentre. Je lui dis, mais pas du tout. J'ai pas fini. Elle me dit, mais comment ça, il est bientôt 19h. C'est une journée d'essai. Je lui dis, non, maman, elle a besoin de moi, la patronne. J'y retourne. Donc, j'ai fait poireauter ma mère jusqu'à 21h. Parce que c'était la nocturne et que j'étais tellement heureuse, en fait, j'ai tout fait ce jour-là. Je sais pas, la patronne, elle m'a laissé tout faire. Limite, j'ai coupé les cheveux. C'était fou. Donc, super première. Ça t'a conforté dans ton choix, en fait. Ah bah, complètement. Je me suis dit, c'est bon. Mais c'est ma vie, en fait. C'est même pas mon métier, c'est ma vie, la coiffure. Donc ça, c'était ton premier jour dans ce salon-là. Ça t'a conforté. Et après, en fait, en parallèle de tes études, tu as dû forcément faire un peu d'apprentissage quelque part. Ouais. Donc, tu as commencé à être dans des gros salons, des petits salons, c'était plutôt quoi? D'après, alors moi, comme tu dis, je suis très famille, c'est-à-dire que la vie de ma famille compte énormément pour moi. Et j'ai ma tante, du coup, la sœur de ma mère, qui n'avait pas pu faire coiffure, malheureusement pour elle. Qui était frustrée, qui a tout mis sur toi. Qui était assez frustrée, et parce que mon grand-père, à l'époque, lui déconseillait elle aussi. Et du coup, elle me dit, Ornella, c'est génial et tout, c'est trop bien, tu vas faire de la coiffure pour moi, du coup, va dans les plus grands salons. Donc, du coup, on avait frappé au plus grand salon de l'époque, qui était notamment Jean-Marc Magnatis. Et donc, j'ai fait mon apprentissage là-bas. C'était très classe, Magnatis, à l'époque. C'était super. Je sens que tout le monde... C'était classe, et c'était surtout très avant-garde des techniques, parce qu'aujourd'hui, les techniques que j'avais apprises chez Magnatis il y a 25 ans sont encore d'actualité sur beaucoup de choses. La coupe sur cheveux secs, par exemple, je l'ai appris chez Magnatis, et c'était les premiers. Moi, j'ai été formée aussi par Jean-Marc Magnatis, donc c'était un honneur de dingue. Alors, attends, avant tout, Ornella, faut que tu penses à une date qui est importante pour toi. D'accord.
C'est une date qui, voilà, ça peut être personnel, professionnel, ce que tu veux, une date en tout cas marquante, soit dans ton début d'aventure, soit quand tu étais plus jeune, soit la création de quelque chose. Bref, c'est à toi de voir une date importante et je vais la changer tout de suite. Ok. D'accord? Donc je te laisse réfléchir le temps que je me lève. Ah bah je l'ai. Ah, 11 février, voilà. C'est la date de mon premier bisou avec mon mari. Oh là là! Ah ouais! Et en plus, c'était notre chiffre, le 11. J'avais 19 ans. Ouais. Le 11, à chaque fois le 11. Et ma fille est née, Sacha, est née le 11. Ah oui, d'accord. Ah, effectivement. 11 novembre. Donc... T'as pas ouvert un salon le 11? Dans le 11e? À 11h? J'aurais pu. Franchement, je pense qu'il aurait cartonné. C'est quoi le département du 11? Je sais pas. Il doit y avoir un truc avec le 11. Il doit y avoir un truc en le tout 11. Cas, voilà, le 11, c'est vraiment un chiffre pour moi qui me... Comme quoi, en fait, on rejoint encore. C'est-à-dire que ton boulot, c'est ta vie, en vrai, sur beaucoup de choses. Mais comme quoi, même une date, c'est sur le perso. C'est ton mari. C'est-à-dire que ta famille, c'est vraiment ton point d'ancrage. Ils font partie de l'aventure cause, quoi. Pour moi, je suis riche de tout lorsque je suis avec ma famille et qu'on a la santé. Alors, j'ai l'air de vraiment la vieille cruche quand je dis ça, mais pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Et après, tout est, entre guillemets, accessoire. Bien sûr, il faut de l'argent, il faut du travail, il faut un toit, évidemment. Maintenant, je pense que sans eux, t'es pas... Sans eux, voilà. Alors, on va revenir sur ta première expérience professionnelle. Tu as quand même donc commencé dans des gros salons qui sont aussi donc, voilà, des grosses machines aussi où on peut broyer les gens, puisque, surtout les jeunes qui commencent. Je pense que ça ne fait pas vraiment de cadeau quand tu commences dans un gros salon comme ça. Et que t'avais quel âge à ce moment-là quand tu étais 15 ans et demi. 15 ans et demi. La coiffure, de toute façon, en général, tu commences par... C'est ça. C'est vraiment très difficile. Et je pense qu'il y a beaucoup de métiers comme ça où dès que c'est manuel ou même, je pense, dans beaucoup de métiers, les débuts sont difficiles. Ouais. Et du coup, tu en as tiré quoi alors, même avec du recul aujourd'hui, est-ce que tu en as tiré des leçons? C'est-à-dire que tu vas dans un gros salon, tout le monde peut penser que c'est pas parfait, il n'y a rien de parfait, mais que c'est là que je vais apprendre, c'est là que je vais me former, c'est là que je vais essayer de refaire, parce que eux, c'est des gros salons, donc ils ont marché, donc je vais refaire la même chose. Est-ce que toi, après, tu as refait les mêmes choses, ou est-ce que tu as vu des choses qui te dérangeaient profondément et qu'en fait, du coup, tu as corrigé le tir, en fait? Ta touche, ta marque à toi, c'est-à-dire que c'était vraiment ta... Alors, c'est un peu comme avec nos parents, c'est-à-dire qu'on a un exemple, on a une adolescence, une jeunesse, et souvent, soit on veut faire l'inverse, soit on veut leur ressembler, ou on veut faire un peu les deux. C'est-à-dire, les choses font qu'on leur ressemble, mais qu'il y a des choses qu'on dit non, je reproduirai pas, parce que t'en as souffert. C'est pas la crise d'adolescence. Exactement. Je vous aime, mais je vais faire complètement différemment. Inconsciemment, tu dis non, ça. Et puis même des fois, inconsciemment, tu fais l'opposé de ce que tu as reçu parce que tu veux pas. Mais c'est vrai que dans les grosses machines, comme tu dis, les gros salons qui tournent comme ça, avec beaucoup de clientes, beaucoup de personnel et tout, il y a des choses... la notoriété, l'ego. La notoriété, l'ego, oh là là, n'en parlons pas. Et puis, les coiffeurs, je pense que c'est un métier où les gens ont spécialement un ego de dingue. C'est-à-dire que moi, déjà ça, j'ai toujours dit, même avec mes employés et tout ça, l'ego, vous le mettez de côté. On est là pour avancer intelligemment. Mais du coup, tu te voyais à ce moment-là, quand tu as commencé, tu te disais, plus tard, je vais travailler dans un salon. C'est-à-dire que dans un salon, dans le sens, je vais faire partie d'une chaîne ou en tout cas, je vais être salarié dans un salon, ou est-ce que tu voulais très vite monter ton propre salon? Alors, à peu près dans moi, je suis sortie très riche de toutes les connaissances de mon apprentissage parce que, comme je t'ai dit, j'ai fait beaucoup de grands salons avec des techniques très pointues. Donc, j'étais à l'aise avec ça, je me trouvais douée, j'étais contente de ça et tout ça. Après, j'ai voulu voir beaucoup de choses dans la coiffure. J'ai pas voulu me réduire. C'est péjoratif de dire ça, mais j'ai voulu vraiment voir toute la palette de la coiffure. Donc, j'ai fait de tout. J'ai fait du studio, j'ai fait de la photo, des défilés, de la télé. J'ai voulu vraiment avoir une vision globale de la coiffure. J'ai coiffé les plus belles femmes du monde. J'ai fait du relooking, je travaillais pour une agence de conseil en images. Donc en fait, tout ce petit parcours-là, c'est ça qui m'a permis aussi... Tu as énormément appris justement Et beaucoup la couleur, j'ai appris toute seule la couleur. On m'a jamais appris c'est vraiment toute seule, la couleur. Donc autodidacte de la couleur. Pas de la coupe je me sais que non, mais la couleur, c'est avec mes plantages, mes mélanges. C'est ce qu'on dit depuis le début, en fait, c'est les échecs qui te font aussi avancer et grandir. Des vrais échecs, par contre. Elle s'en souvient encore. J'espère que... Est-ce que tes anciennes clientes de cette époque-là, quand tu faisais en tant que modèle?
Ouais, est-ce qu'elles reviennent aujourd'hui dans ton salon? Ouais, c'est vrai? Beaucoup, beaucoup. En fait, là, je me rends compte parce que plus les années passent, évidemment, plus je me dis: «Waouh, je commence à avoir de la bouteille dans le métier» Ouais. et plus je me dis qu'en fait, elles sont grave fidèles. Donc tu en as que je revois pas pendant 10 ans, qui reviennent. Hier, Ah, pareil, c'est ça s'est fabuleux. passé C'est hier. vrai? Ouais. J'ai une qui venait au début que j'avais ouvert le salon du 17e Ouais. et que je revois, on se saute dans les bras, mais elle me dit: «J'habite un peu loin et tout, mais bien sûr, je t'ai pas oubliée». Et celles que tu as ratées, elles reviennent pas, en revanche, ou elles Celles que reviennent j'ai que pour, ratées, c'était souvent les mamans de mes copines, alors elles m'en veulent pas, ça va, elles sont mignonnes. Donc tu as travaillé 4 ans en conseil, image studio, c'est Ouais, ça? ouais. Pourquoi tu as voulu ouvrir, ton salon après? Comment ça s'est passé? Tu as ouvert ton salon tout de suite ou qu'est-ce qui s'est passé avant le 17e? Moi, je voulais pas du tout Tu avoir de voulais pas? salon. D'accord. Parce qu'en fait, pour moi, c'était l'angoisse d'avoir un salon. Ouais, Et d'être même attaché à quand un je lieu passais dans fixe, la rue devant un salon de coiffure, ça m'angoissait. Ah ouais, J'avais d'accord. un petit trauma, je pense, Mmh. des salons de coiffure. Mmh. De mon époque, c'était tellement, comme tu dis, un peu à la chaîne, une pression, fallait pas, limite, pas s'asseoir, pas se regarder et tout ça. Donc, c'était un petit peu difficile. Et je voulais surtout pas avoir un salon de coiffure comme ça où chaque cliente face à leur miroir, limite, elles veulent pas trop la coupe ni la couleur de la coiffeuse qui s'occupe d'elles. Elles sont comme ça, elles se disent pourvu que je sois pas foirée. Enfin, l'ambiance, l'atmosphère Ouais. un peu froide comme ça me Donc stressait. c'était pour toi complètement excite du coup Ah d'avoir oui, un ah oui, salon. Tu complètement voulais, excite. ouais, Ouais. complètement Ah, excite. complètement excite. Et pour la petite histoire, bah voilà, j'étais moi à l'époque où on a pris la décision, je dis on parce que mon père est dans la boucle, d'ouvrir le salon, le premier. J'étais chez moi dans ma maison et j'ai élevé mes enfants et j'avais fait un Et donc tu petit avais tes salon de enfants aussi à ce coiffure. moment-là, ouais. J'avais monté mon petit salon de coiffure dans mon sous-sol en fait, pour pouvoir être là Tu aussi étais pour mes cachée. enfants. Ouais. Quel gâchis. Coiffeuse cachée. Et tu coiffais qui alors à ce moment-là? Comment tu trouvais tes clientes dans ton petit salon? Bah, j'avais beaucoup de C'était que clients. des rationnels? Ou Ouais, j'avais c'était, beaucoup de clientes qui venaient, au enfin que quartier? j'avais déjà depuis le début du commencement. Donc j'avais quand même un vrai petit réseau qui venait jusqu'à chez moi et beaucoup de Paris aussi Ouais. qui venaient jusqu'à Saint-Brice. Donc elles se tapaient, je sais pas combien de kilomètres, elles venaient. J'avais quand même une petite clientèle. Mmh. Et je pense qu'un jour, mon père a dû sentir que c'était du gâchis d'être dans un sous-sol. Il m'a dit écoute, il y a un petit salon de coiffure rue Fourcroy dans le 17e. Il faut absolument que tu ouvres un salon là-bas. Et je lui ai dit non, mais Oublie-moi. oublie-moi, moi je suis très bien, je suis avec mes enfants, j'ai mon salon, tout va bien et je veux pas me consacrer que dans un salon avec des horaires de dingue et je ne veux pas passer à côté de mes enfants. J'aimais pas du tout les ambiances Ouais. de salon de coiffure, donc c'était pas du tout possible. Laisse-moi élever Laisse-moi mes tranquille. enfants et après je reprends mes shootings, mes voyages, mes machins, je suis très contente. Et tout l'été, comme ça, on était partis en vacances ensemble et tout l'été, il m'a dit allez, non, allez, non. Jusqu'au jour, il m'a dit bon, bah écoute, c'est pas grave, je vais le prendre moi. Non mais c'est énorme. Oui, il est coiffeur lui aussi ou pas? Pas du tout. Il voulait en faire quoi? Je sais pas. Et il m'a dit bah je vais le prendre moi, hein, c'est pas grave. Petit loyer, je le prends moi. J'ai dit mais Pire, enfin. je dors dedans. C'est pas grave. Bah c'est ça. J'ai dit mais enfin papa, t'es pas du tout coiffeur, c'est un métier d'être coiffeur. Il me dit oui mais pour toi tu me fatigues, tu veux pas, c'est du gâchis, je le prends. Il y a les bacs, il y a. Il t'a chauffé. Bah, Il t'a provoqué là. il m'a provoqué, pas il chauffé, t'a parce que je me suis provoqué. dit il est fou. Je me suis dit, il est timbré. Et on était en vacances. Je lui ai dit, mais il va me rendre dingue. Je lui ai dit, bon, vas-y, ok, je le prends, ce salon. Je vais pas te laisser gérer un salon de coiffure alors que tu n'es absolument pas coiffeur. Tu n'y connais rien. C'est pas possible. C'est pas envisageable. Surtout que moi, je suis coiffeuse. Je peux pas te laisser faire ça. Je savais que c'était un plantage très, total. très drôle. C'est très, très drôle. Ton destin s'est joué sur une provocation de ton père, quoi, presque. Complètement. C'est incroyable. Il m'a dit, je le fais. Je lui ai dit, bon, ok, donc je vais le faire. Parce Il que l'a senti, ce lieu, en plus, quoi. Moi, pour le coup, je le connais. Ah oui. C'est là où on s'est connus, dans ce salon. Exactement. C'était marqué de ta patte, quoi. C'était l'ambiance, la déco, tout. C'était déjà toi. C'est encore plus toi aujourd'hui, parce que tu as évolué forcément avec les années, mais c'était vraiment le début de cette histoire-là pour le grand public, en fait, parce que tu n'étais plus dans ton sous-sol, donc j'étais vraiment lancé. Et ça t'a fait peur, économiquement parlant, de devoir, même s'il n'était pas énorme, le loyer, le loyer n'était pas mais quand énorme. même, c'est le fait Économiquement parlant, pour être honnête, ça t'a fait peur ou pas?
C'était pas un enjeu de dingue. Ouais. Donc j'étais bien sûr que j'avais quand même mes petites économies que j'ai mis sur le tapis et mon père aussi. Et on avait fait mich-mich à l'époque. On avait dit allez, c'est une idée qu'on fait à deux, on va faire tout à deux. L'enjeu, quand je dis il n'était pas de dingue, c'est-à-dire que vraiment quand je parle d'un petit loyer, c'était un petit loyer. Et c'est vrai que ça m'a propulsée parce que du coup je me suis dit bon, quand je fermerai au mois d'août, je vais pas transpirer tout le mois d'août. On va travailler l'année et on payera tranquillement le loyer. Et c'est vrai que c'est très important. Parce que quand tu démarres... Et du coup, il fallait que tu prennes aussi des gens avec toi pour travailler dans Exactement. le salon. Donc là, c'était aussi des salaires. Alors au début, j'étais toute seule. Hein. Toute seule, tu faisais tout. Ah, j'étais toute seule. Accueil, bac, coupe, tout. J'étais partout. D'accord. Ah oui. Ouais. Non, au début, on y allait très très mollo. Ouais. On a... Donc toi, c'était ton truc à toi, c'était je me lance, mais je mets pas tous les mots. Enfin, j'y vais vraiment à mon rythme. J'y étais à mon rythme parce que en fait, je me suffisais au début. J'avais pas toute la journée des clientes. Hein. Je les attendais les clientes un peu. Ah oui. Au début, j'attendais les clientes. J'attendais les clientes. Ouais. Comment tu communiquais pour qu'elles connaissent ton salon à l'époque? Il y avait beaucoup de bouche à oreille, il y avait mon petit réseau. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir un site à l'époque qui n'y avait pas les réseaux sociaux. Non, c'est ça, il n'y avait pas les réseaux. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais il y avait un site qui s'appelait meilleurcoiffeur.com. Sur Paris, j'étais la première. D'accord. Et parce que j'avais des bons avis. Ah, génial. Et là, c'était un carton, parce que j'arrivais en tête de recherche. Mais t'as flippé quand même les jours où il n'y avait pas de... J'avais flippé. De clientes en disant j'ai fait une connerie, je retourne dans mon sous-sol. Ou est-ce que tu avais plutôt envie de dire non, je me sens bien ici, je sais que ça va donner un truc super, je continue. En fait, tu vois, c'est le côté un peu, est-ce que je lâche? Il y avait des jours où je doutais grave, genre limite je pleurais le soir, et des jours où j'avais 3 clientes et là je me suis dit, oh c'est génial. Ouais, je suis la reine du monde. je suis trop bien, ça y est, c'est le début, tu vois. Ouais. En fait, c'est vraiment aléatoire. Ça a des journées où tu es trop contente et des journées où tu te poses 1000 questions, où tu te dis, est-ce que c'était la bonne idée? Et la bonne idée par rapport à tes enfants ou pas? Parce que du coup, on est maman, travailler, quand on est salarié, ça va, on a des heures fixes. On se prend pas trop la tête en rentrant le soir, on est avec elles. Là, c'est vrai que tu es passé tu les vois tous les jours parce que finalement, tu avais ton salon dans ton sous-sol, à Paris. Tu es attachée à un lieu toute la journée, tu les vois moins. Comment tu l'as vécu ça en tant que maman, entrepreneur qui se lance dans une activité mais avec déjà 2 enfants? Au début, c'était pas facile. Franchement, c'était pas facile parce que moi, j'ai manqué un peu de la présence de ma maman. D'accord. Donc, forcément, t'avais pas envie de refaire. J'avais pas du tout envie d'avoir... ni moi ce manque, ni pour mes enfants le manque. Et j'ai pris sur moi. Et je me suis dit, quand je pourrai, le mercredi, j'éviterai de travailler. En fait, je me suis un peu donné un objectif de me dire, il faudra absolument trouver une solution pour le mercredi. Même si je rentrais tard les autres jours, j'avais vraiment... Tu t'es mis des limites. Voilà, et je me suis surtout donné un objectif de me dire, vite. Encore aujourd'hui ou pas? Ah oui. Aujourd'hui, tu as ta limite. Il y a des jours où tu es qu'avec tes enfants. Ah, si tu te mets pas de limite, tu n'es pas équilibré, je pense. C'est un vrai équilibre pour nous et pour eux. C'est l'équilibre qui... C'est un équilibre. Parce que j'ai eu ma période sans équilibre quand j'ai eu les 2 salons. Parce qu'à un moment donné, j'avais les 2 salons. Un succès, Dieu merci, extraordinaire. Et j'ai perdu cette limite. Et j'ai aussi été un petit peu perdue moralement. Ouais, mais c'est bien justement d'être allé dans le côté un peu obscur pour voir que tu as besoin de ça pour... Ah oui. Tu as besoin de ta famille pour... C'est-à-dire que du coup, je me suis remise mes petits objectifs d'équilibre et de vie, parce que même en tant que femme, on a besoin de temps. Bien sûr. Parce qu'au début, mon temps était consacré qu'à mes enfants. À un moment donné, il y avait ça, c'était très bien. Tu n'avais pas l'équilibre du travail. Mais ça suffisait plus. Ouais, bien sûr. Ça suffit plus parce que tu n'as pas que toi, tu as tes enfants, tu as toi et tu as ton mari. Et il n'y avait plus de temps. Ça, c'était dur. C'était une petite période c'est pas non plus, un peu burn-out que j'ai eu. Ah, t'en as fait un? C'était pas un burn-out, mais c'était un limite burn-out. Heureusement que j'ai été très bien aidée à cette période-là. Et j'ai été coachée par un homme extraordinaire, malheureusement, qui ne fait plus partie de ce monde, mais qui était extraordinaire. Je vais le citer quand même parce que c'est quelqu'un qui a énormément compté pour moi, c'était Jean-Yves, et qui m'a vraiment aidée justement. C'était un ancien champion du monde de boxe qui avait des conseils incroyables et qui a vu en moi le potentiel et qui m'a donné une force. C'est un mindset de sportif pratiquement que tu as eu besoin. Exactement. Tu as eu besoin pour t'en sortir. Ouais. Et il m'a surtout mis dans la tête que si je ne suis pas là, il n'y a rien. Parce qu'à un moment donné, quand tu travailles trop, et que tu es trop déçu des gens et qu'il y a trop, tout est trop en fait, tout est dans l'excès. Malheureusement, on sait ce que c'est, tout ce qui est excessif, c'est mauvais. Et tout était trop dans ma vie. Et à ce moment-là, trop de boulot, trop de clientes. Les 2 salons,
en fait, j'avais une charge mentale qui était pas possible et j'avais l'impression que vraiment mon corps me faisait mal de partout. Genre, tu me touchais à n'importe quel endroit, j'avais mal. J'ai été voir tous les médecins possibles, ils trouvaient pas. C'était terrible. Et lui, il m'a vraiment mis la tête en dehors de l'eau en me disant... D'abord, il m'a redonné confiance parce que j'avais perdu confiance. J'étais tellement fatiguée. Il t'a aidé à t'organiser? Il m'a aidé, alors pas vraiment à m'organiser, mais plus à recroire en moi parce que j'avais perdu, malgré tout ça, j'avais plus confiance en moi. J'avais perdu cette confiance. Je pense que c'était la fatigue et le fait de... Voilà. Et t'avais perdu l'amour pour cette passion de la coiffure Non. ou pas? Non. Non. Toujours pas. Pas. T'as jamais douté à ce niveau-là, en tout cas. Jamais douté. C'est ce que t'as voulu faire et jusqu'au bout, même fatiguée. Sauf pendant mes grossesses. Alors, très bizarre, pendant les grossesses, il fallait pas me parler de coiffure. Il y en a, c'est leur mari, moi, c'était les cheveux. Mais heureusement, ça a duré que 9 mois à chaque fois. Oui, mais t'as eu 3 enfants quand même. Oui, j'ai eu 3 enfants, donc voilà. C'était des gens qu'il fallait pas que je coiffe à cette période. Non, je fais. Il y en a qui aiment pas la bouffe, toi, c'est ça. Ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Pas de cheveux. Ouais, c'était bizarre. C'est drôle. T'es associée avec ton père, du coup, vous avez une société familiale? Ouais. D'accord. Donc j'ai mon père aujourd'hui qui est toujours avec moi dans l'aventure. Ouais. Et comme c'est une belle aventure, j'ai embarqué ma mère. Oui, ta mère travaille avec toi au salon. Ouais. Alors qu'est-ce qu'elle fait au salon, ta mère? Ma mère, elle s'occupe de beaucoup de choses. Heureusement qu'elle est là, c'est un vrai pilier. Elle est là tous les jours, de 9h à 21h. À 21h. Non, ma mère, elle s'occupe de toute l'organisation du planning. Ouais. Qui est très important dans un salon de coiffure. Bien sûr. Parce que le planning définit vraiment le chiffre d'affaires et la bonne prise en main des clientes. Donc, c'est hyper important. Elle gère très, très bien. Ça lui arrive de faire des conneries un peu ou pas? Tous les jours. Et tu l'engueules? Est-ce qu'on peut engueuler sa mère dans le travail? C'est génial. Tous les jours. Tu peux te venger de toute ton enfance. Ah ouais. Genre, toutes les fois où elle t'a engueulé. Mais grave. Et des fois, elle me fait... Elle flippe. Et franchement, des fois, elle me regarde, elle me fait « À la maison comme si on habitait encore ensemble. « À la maison ce soir, je te tue. Là, je ne dis rien. Mais à la maison. » C'est très drôle. C'est trop mignon, en vrai. C'est très drôle. Ouais, donc association avec la... Ma mère, elle est là, elle fait les gâteaux toutes les semaines pour tout le monde. Elle téléphone à toutes les clientes. Elle est extraordinaire. Ouais, moi, pour l'avoir au téléphone, c'est vrai qu'il y a ce côté humain parfois on n'a pas avec d'autres salons, d'autres marques où on appelle, où c'est que sur des réseaux, sur Internet, et on n'a pas un humain en face de nous. Ta mère, elle nous accueille avec des petits gâteaux. C'est la maman. Voilà, c'est la maman. Ton salon, il te ressemble. Et il ressemble aussi à ta maman, parce que c'est elle qui fait les gâteaux, qui amène les boissons. Il y a la musique, c'est tout. Donc en fait, t'es pas allé chercher très loin un concept, parce que c'est toi. En fait, c'est ton identité et tu t'es respecté. Depuis le début, en fait, c'est ça. Que, moi, je voulais absolument avoir ce côté très cocooning. C'est pour ça qu'il y a la table au milieu. On dirait une grande salle à manger où tout le monde se mange ensemble, mais en fait, on mange, mais on se fait coiffer surtout. C'est ce qu'on apprécie, c'est-à-dire que c'est vraiment authentique. T'avais peur des salons au début où tout le monde est un peu les uns à côté des autres et personne ne se parle finalement plus que ça. Et là, c'est vrai qu'il y a une ambiance limite de boîte de nuit chez toi par moment, quoi. Mais on peut se lever, on peut danser, on peut chanter. C'est ça. Mais après j'ai toujours... ça qui a fait connaître aussi toujours la crainte de passer dans le service pas premium. Parce que justement, c'est ça qui est difficile, c'est d'avoir un service premium. Parce que je veux quand même que les clients soient hyper bien accueillis avec un service... Ah ben, on l'est. Je voulais qu'on ressorte de là en se disant mais qu'est-ce qui s'est passé quoi? Je suis bombe atomique, j'ai passé une super après-midi avec des copines que je connaissais pas il y a 3 heures. On sait même plus où on est quand on est chez toi en fait, on n'a plus de notion du temps. C'est vrai que ce mot revient souvent même dans les avis et tout. Je suis trop contente parce que c'est pas un salon de coiffure comme les autres. Donc ça, c'est un peu le conseil que tu pourrais donner pour les entrepreneurs qui veulent se lancer, quels qu'ils soient en fait. Je pense qu'il faut mettre de l'ADN dans ce qu'on fait. Il faut mettre de l'ADN. Franchement, moi je sais que ce qui m'a démarqué, entre guillemets, c'était plutôt d'avoir un salon de coiffure qui ressemblait plus à un magasin de déco au départ. Avec la table au milieu, pas de produits. Je voulais surtout pas d'affiches avec écrit des marques de coiffure. J'ai jamais voulu avoir 10 produits de revente parce que je voulais pas faire supermarché. Donc je voulais me démarquer déjà par le style du salon. Et je voulais me sentir bien en fait. Et quand toi tu te sens bien dans l'endroit où tu bosses, tu accueilles les gens dans ton univers. Et tu attires les gens comme toi. Puis tu es heureuse d'y aller le matin, en fait, tout simplement, d'aller travailler toi. Tu es heureuse, les gens ils se sentent bien accueillis parce que toi aussi tu es bien. Donc ça me fait plaisir de savoir que toi, en tant que cliente aussi, tu le ressens. Je sais, de toute façon, on s'est éclaté il y a quelques jours. On ne dira rien. Mais ouais. Donc dans le 17e, tu étais toute seule. Tu étais un peu frileuse aussi, par rapport aux dépenses que tu pouvais faire, ce qui est normal. À partir de combien de mois ou d'années tu as commencé à engager du personnel? Tu as attendu d'être vraiment dans le positif ou c'est... Alors, la chance que j'avais, c'était d'avoir un petit loyer. Quand je parle de petit loyer, c'est moins de 500 €. D'accord.
J'avais vraiment un petit loyer. Paris. Voilà. Ouais. Donc, ce qui m'a permis, moi, de me dégager un petit salaire quand même. C'était pas fou du tout, mais c'était quand même un petit Au bout de salaire. combien de temps tu as pu te dégager un petit salaire? Très vite, Très premier vite. mois. D'accord. Ouais. Dans le salon du 17e, Ouais, premier mois. premier mois, D'accord. mais salaire minimum. Hein. Et j'ai employé, je crois, le 2e mois Ouais. ou le 3e mois, un truc comme ça, mais ça remonte un petit peu. Juste une personne que j'avais pas gardée très longtemps non plus, mais c'était pas par rapport à l'argent. Ouais. C'était plutôt parce que voilà, ça allait pas. Ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas. Mais j'avais la capacité, au bout de, on va dire, 3-4 mois, d'embaucher une personne. Mais encore une fois, c'était aussi parce que j'avais un tout petit loyer. Ouais, un tout petit loyer qui t'a Donc, permis au prorata, je pense que si j'avais un loyer, on va dire, normal, pour l'époque, par rapport au local que j'avais et l'arrondissement, je pense que j'aurais pu attendre au moins 1 an. Et au niveau de ton activité, tu as eu des baisses à un moment donné, vraiment dans le sens où tu as eu peur, tu as douté, tu t'es dit je revois beaucoup de choses, ou alors ça n'a fait que en fait augmenter? Non, Ça n'a fait que augmenter. Il y a eu des plateaux. Hein. Oui, bien En sûr. mode Covid. Et t'as jamais eu de peur vraiment viscérale de ah là là, on n'est pas bon, on n'est pas sur les bons chiffres? Non, moi, c'était plutôt les appels. C'est-à-dire que dès que je sentais qu'il y avait moins d'appels au salon, j'étais en mode remise en question totale. Le téléphone, il sonne plus là. Il y a un problème. Parce que tu passes. Je suis passée de le lundi, quand je venais chercher un truc au salon, j'avais oublié quelque chose, le téléphone sonnait tout le temps. Et à un moment donné, il sonnait plus. Alors j'appelle ma mère. Maman, quoi? Je dis maman, le salon. Je suis passée là, le téléphone n'a pas sonné. Dans la semaine, j'ai remarqué, il a beaucoup moins sonné que d'habitude. Il y a un problème. Du coup, tu Elle me recommuniquais, rassure, elle me dit mais on est là, t'inquiète pas, c'est comme ça, il y a des hauts, il y a des bas. C'est elle, hein, des fois, qui me rassure aussi. Maintenant, j'ai appris à me le rassurer moi-même parce que j'ai écouté ce qu'elle m'a dit. Mais c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas. Et puis, il y a des périodes où par exemple, il va y avoir un début de mois où tu vas cartonner. Tu vas dire, ouais, c'est quoi ce mois-là? Et en fait, à partir du 20, il n'y a plus personne. Enfin, quand je dis il n'y a plus personne, ça reste quand même convenable. Hein. Mais il se peut qu'il y ait vraiment une grosse vague de clientes et après beaucoup moins. Mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte qu'on est spécialisé dans les couleurs. Quand j'ai une très grosse vague de clientes qui font leurs racines ou leurs couleurs en début de mois, forcément, 3 semaines après, n'ont pas besoin. Bien sûr. Donc maintenant, j'arrive à relativiser. Mais j'ai eu des vraies périodes de doute. Je n'étais pas habituée, moi, au début à ça. Et du coup, tu as recruté, parce que vous êtes 16, ouais. Ça s'est fait d'un coup ou ça s'est fait à chaque fois progressivement? 2, 3, 5, 7? Ou d'un coup, tu as eu cette grosse vague avec le 16e arrondissement qui a fait que là, il fallait que tu recrutes en masse? Alors, j'ai recruté. Du coup, c'est un risque financier aussi de recruter. J'étais en recrutement progressif, mais lent, jusqu'à avant Covid. Ouais. Et après Covid, le coiffeur était devenu tellement primordial que j'ai dû embaucher, mais beaucoup plus. Donc d'un coup, ça a fait un gros boom et j'ai essayé de le maintenir et de rester toujours en sureffectif. Genre, en gros, même si tu doutes de ce qu'ils vont pouvoir te générer comme chiffre d'affaires, tu écrases quand même le truc et tu les prends. En fait, maintenant, je choisis d'être en sureffectif et non pas en pile effectif. Ouais. D'accord. C'est un peu ma façon aussi de faire parce que je me dis que je retrouverai bien quelque chose à faire et il y a tellement d'absentéisme, il y a toujours quelque chose, un train, un machin et tout. Les clientes, il faut qu'elles arrivent et qu'elles n'aient pas le problème du coiffeur. Donc, je suis un peu obligée maintenant d'être en sureffectif. C'est toi qui gères tes finances par rapport à ça, les comptes, etc. Ou tu as quelqu'un, tu te fais aider aussi pour mon ça? Père. Ton père. Mon père, il est avec moi dans l'affaire. Donc, lui, toute la partie administrative, c'est lui. Ouais. D'accord. Mais c'est lui qui va te dire attention, oui, là. Oui, les feux rouges, les feux verts. Attention, oui, bien sûr. Et puis lui, quand il y a un recrutement à faire, c'est toujours on se concerte. En fait, c'est vraiment une affaire familiale. C'est ton garde-fou par rapport à ça. Ouais. Mais il m'écoute beaucoup. Et ma mère aussi, en vrai. J'ai souvent le dernier mot. Moi, je me suis toujours posé cette question-là. Comment tu recrutes un coiffeur? Sur quoi il s'entraîne? Avant, je recrutais au CV. C'est-à-dire, je regardais l'expérience, je disais oui, non, très bien, pas bien. Aujourd'hui, je recrute à l'humain. C'est-à-dire que au feeling Pierrette, elle peut venir. Si je l'adore et que je sens que c'est une bonne personne et qu'elle est motivée, qu'elle aime la coiffure et qu'elle est... Alors, quand même très important, qu'elle ait quand même un petit style. Oui. Qu'elle donne envie. Ouais. Et que c'est une gentille, qui a un bon cœur, qui est voilà, c'est un bon être humain, et ben j'y vais. Et après, je la forme. Est-ce que tu t'es trompée sur les bons êtres humains qui finalement n'étaient plus bons êtres humains? Est-ce que tu t'es fait avoir? Je me suis fait avoir. Je pense que après, c'est très difficile dans un entretien de 30 minutes de te dire c'est un bon être humain. Les gens se révèlent aussi avec le temps. Donc, tu as été déçue justement par rapport à des... Oui. Tu as eu des vraies déceptions au niveau de... oui, des vraies déceptions. Mais aujourd'hui, j'ai une philosophie complètement différente par rapport à mes débuts, par exemple. Dans mes débuts, je donnais tout. C'est-à-dire que je mettais de l'affect, déjà, grande erreur
à ne pas faire quand tu es chef d'entreprise, ne pas mettre d'affect. Très difficile, parce que tu es toi-même avec un cœur dans ce petit corps. Et tu as de la peine pour eux, et tu les aimes, et il y a des sentiments, et tu veux les aider, et puis tu les écoutes, tu écoutes leurs problèmes, etc. Aujourd'hui, j'arrive vraiment, vraiment c'est un travail qu'il faut faire quand tu veux bien gérer et manager, c'est apprendre à manager. Ne pas mettre d'affect, mais être toi-même. Mais être humaine quand même. Voilà, être toi-même. En fait, au début, j'arrivais pas. Donc, j'étais devenue limite un robot qui n'avait plus de sentiments parce qu'on m'a dit ne mets plus d'affect, donc j'étais comme ça. Ouais. Et limite, j'étais une garce. Enfin, ça me ressemblait pas du tout. Moi, tu peux pas faire plus humaine que moi. Enfin, j'aime les gens. Donc, c'était très difficile de me dire ne mets pas d'affect. Et c'était les conseils de Jean-Yves d'ailleurs qui me disait ne mets pas d'affect. Lui, c'est un boxeur. Et donc, c'était très difficile de trouver la frontière entre j'ai un cœur et en même temps, il ne faut pas que je mette mon cœur parce que cet employé, je lui dois rien, il me doit rien, je lui dois juste un salaire et lui, il me doit son travail en échange. Très difficile. On n'est pas des robots. Donc, trouver l'équilibre de ça, je l'ai trouvé lorsque je me suis dit, OK, n'attends rien en retour. Tu travailles avec eux. Tu leur montres, tu leur transmets ton savoir, tu donnes tout, mais tu n'attends rien et tu n'es pas déçu. Ça n'empêche que si j'ai une employée que je vois qui pleure pour X raison, je peux l'enlacer, etc. Je mets mon cœur, mais je mets quand même des limites à mon cœur. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, si c'est trop, hop, j'arrive à doser. Des gens, aujourd'hui, t'es comment quand tu dois licencier ? Quand je licencie des gens, c'est dur, ça, toujours à dire. J'ai eu plusieurs sortes de licenciements. Des fois, t'es tellement déçu de la personne que limite, en fait, non, t'as plus de cœur. Ouais. T'es trop déçu. Donc même toi, t'as envie de pas te venger, j'irai pas là, mais on va dire que les avocats s'en chargent parce que ça a été trop loin. Dieu merci, ça fait longtemps que j'ai pas eu de procédure comme ça où il y a un affrontement et des gens à problème parce que mon recrutement est différent aussi. Mais au début, oui, j'avais ce genre de problématique. Je me suis sentie plus forte. Je me suis sentie plus forte quand j'étais bien accompagnée aussi avec les avocats qu'il fallait. Aujourd'hui, quand jamais découragé ça, justement de toute la paperasse de l'entrepreneuriat où tu as ta propre boîte, il faut déclarer, il faut virer, il faut machin, c'est des combats. En fait, ce que je dis souvent, c'est que c'est le jeu. Tu veux connaître un succès, tu veux être fier de toi, tu veux représenter une des meilleures coiffeuses de France, et tu joues le jeu pour les avantages et les inconvénients, ça fait partie des inconvénients et c'est comme ça. Par contre, je n'utilise pas mon énergie à parler d'un problème des heures sur quelqu'un qui peut m'énerver. Je vais en parler 3 minutes et j'arrête. Tu vois ce que je veux dire ? Je perds plus cette énergie-là qui me paraissait très... C'était des parasites avant pour moi. Aujourd'hui, je mets des limites à beaucoup de choses, en fait, je me suis rendu compte. Mais justement, alors, dans ton équipe, sur tes réseaux sociaux, Cause maintenant, c'est combien de followers ? Bientôt 60 000. Bientôt 60 000. Pareil, les réseaux chez toi, il y a eu un grand écart. Au tout début, c'était vraiment plus de on communique sur qui on est, où on est. Là, aujourd'hui, tu as pris un élan, je trouve, depuis quelques années, de dingue sur les réseaux. C'est-à-dire qu'il y a de la créativité, tu fais du contenu, tu fais jouer ton équipe dedans énormément, tu mets tes clientes, évidemment, en valeur, et à chaque fois, c'est sur une musique différente, avec des transformations de dingue. Tu as fait de la télé à un moment donné. Est-ce que c'est la télé qui t'a donné envie de faire un peu ça, de te mettre en scène toi aussi, plus, parce que tu pourrais juste prendre en photo des coupes de cheveux avant-après, beaucoup font. Non, toi, t'es vraiment... j'ai toujours aimé me démarquer, moi. J'aime pas avoir les trucs que tout le monde fait. Et je pense qu'inconsciemment, j'aime bien la créativité. Alors, pour moi, c'est très bien d'avoir des followers et d'avoir 60 000. Pour moi, c'est pas assez. Bon, c'est perso parce que je trouve que... Ça dépend le taux d'engagement que tu as. Oui, alors j'ai un taux d'engagement, j'ai une super communauté et tout ça. C'est sûr que j'ai pas de haters. Je sais pas, ça existe ça, de pas avoir de haters ? Apparemment. Je pense que j'en ai, mais ils sont pas méchants. Ils sont pas méchants, ça va. Ils sont pas méchants, ils me détestent pas trop non plus, je pense. Mais non, franchement, j'ai une super communauté. Du coup, tu as fait quoi comme émission ? J'ai fait Incroyable Transformation. J'ai fait quelques épisodes, j'en ai pas fait une tonne. T'es hyper à l'aise. Bon, là, t'es à l'aise aujourd'hui, etc. Mais... J'aimais beaucoup. T'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup dans la lumière. J'aime bien, en fait. Et surtout, t'aimais voir changer vraiment les gens. Parce que j'adore. C'est des vraies transformations. En fait, comme ça me plaît, ça me fait vibrer. Ça me correspondait bien. Tout gravité logiquement, on va dire. Super. Et donc, la télé, aujourd'hui, c'est fini ? Ou t'as d'autres projets ? Il n'y a projets ? plus l'émission. Non, mais autre chose ? Ah, écoute, des projets sur les looks et tout, grave. Parce que j'adore la mode aussi, donc... Ça se ressent
dans tes réseaux sur Cause. C'est-à-dire Ouais. que c'est tout. Il y a ta famille, il y a la mode, il y a la musique, il y a tout ce côté artistique qui ressort énormément. Ouais. Vers quoi tu as envie d'aller là aujourd'hui? C'est-à-dire que dans 5 ans, tu te vois, comment? Toujours avec le salon dans le 16e, avec d'autres salons ailleurs, un peu partout en France? J'imagine qu'on doit te demander Ouais. si tu veux ouvrir ailleurs, mais toi, tu On peux me pas dem non plus on me te demande multi tout le temps enfin, si on me demande tout le temps ouais, si, je peux ouvrir ici, là, ouais. et ce qui est trop mignon, c'est qu'on me dit souvent: «Oh là, tu cartonnerais. Oh là, tu Je suis la cartonnerais». première à te le dire. En fait, c'est trop Viens dans mignon le parce sud de que, la France. en fait, on me dit tout le temps: «Ah bah là, genre, c'est comme si je pouvais cartonner partout». Ouais C'est trop sympa. et en Et fait, à chaque fois, ça repose beaucoup les sur salons de toi coiffure, tu peux avoir, ton image, elle peut être ternie ouais. comme un Ça restaurant, a toujours été ouais, mon stress, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas gardé le premier salon du 17e. ouais, tu arrivais pas à être sur les 2. Bah non, j'arrivais pas à être sur Mmh. les 2 et je préférais avoir un qui fonctionne super bien avec une bonne gestion et le porter mon nom, que d'avoir un qui fonctionne super bien avec un autre derrière qui te détruit. Mmh. Donc c'est pour ça, c'est vrai que, j'aurais pu, me lancer dans les franchises et avoir les yeux plus gros que le ventre, mais je me suis dit: «Tu sais, c'est comme les maisons, qui restent des Mmh. années, c'est celles qui ont un travail constant». Mmh. Plutôt que de s'ouvrir vite, vouloir tout vite, 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 et ben, OK, phénomène de mode, Donc pour l'instant, toi, tu as envie de rester En avec tout cas, celui-ci? pour mon salon, je n'envisage pas d'en ouvrir d'autres. Ouais. Mais par contre, peut-être faire des prestations privées un peu partout. Mmh. Ça, D'accord j'ai beaucoup de demandes et du coup, bah oui, là, je pourrais me déplacer. et tu continues les défilés. Ouais, Là, je sais que tu en as fait, là, pendant la ouais, la la Fashion Paris la Week. Fashion Week. Ouais, Tu étais sur, Etam. Etam, Mmh, génial. Tu as Juliette Armanet ouais, aussi, donc tu l'as suivie pendant les JO aussi notamment, enfin tu la suis partout mais ouais, sur les JO, donc tu as des expériences absolument de dingue, ouais. à ce niveau-là, quoi. J'ai adoré, me faire Et du escorter pendant les Jeux ah bah, olympiques. voilà, c'est ça, tu m'étonnes. Tu la seule qui pouvait avancer dans C'était Paris à ce très moment-là. sympa. C'était très sympa de se sentir dans la peau d'un grand chef d'État, l'espace de C'est 5 ça. minutes pour aller d'un autre bout, de Donc tu as Paris à trouvé un ton autre. équilibre aussi comme ça, c'est-à-dire que tu as ton salon, mais tu as Ouais, aussi tout ce qui est annexe à voilà, côté c'est ça me et laisse en le fait ça te va temps. très bien, tu vois tes enfants. Voilà, ça me laisse le temps de pas avoir trop de routine et de faire plein de choses qui me plaisent et de voir des gens différents, Ouais. complètement différents. Autant, je m'occupe encore de ma première cliente il y a 25 ans, Mmh. autant je peux, coiffer des très grandes stars, Ouais, donc c'est super. C'est vrai que c'est mon équilibre et je pense que c'est ça qui me rend heureuse, ouais. c'est d'avoir cet équilibre-là et de pas me priver sur d'autres projets à côté. Tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui aimerait se lancer en solo, comme toi tu l'as fait? Et bah, je trouve ça très bien, déjà. Ouais. Il faut pas hésiter. Si on en a envie, si le cœur palpite quand on en parle, c'est qu'il faut y aller. Mmh. Et comme conseil, c'est de s'entourer de gens vrais. Alors, c'est très facile à dire, mais je pense que si on peut travailler au début avec quelqu'un de la famille, je Mmh. pense que c'est pas mal. Ouais, donc toi Moi, tu penses que la famille c'est en tout cas, personnellement, je pense que cet équilibre-là, je l'ai beaucoup grâce à la famille. mmh Après, je sais que c'est pas donné à tout le monde. On n'a pas toujours ses parents à côté. On n'a pas toujours. C'est pas évident. On a des fois des. Enfin, moi, je sais que ma mère, elle adore travailler, par exemple. mmh. C'était un cadeau pour elle de venir Bien travailler avec sûr. moi. Mais tu as d'autres mamans qui n'ont Non pas. pas oui. Voilà. Maintenant, faut y aller. Faut pas avoir peur. Faut pas se dire dès qu'il y a le moindre doute, je suis nulle, je suis truc, machin. C'est pas vrai. Il faut croire en soi et voilà, faut foncer. Il faut pas Mmh. trop se poser de questions, mais pas non plus être trop gourmand dans le sens, tout miser et de plus rien C'est ça. avoir, voilà. Comme tu as fait avec le premier Faire salon, les tout choses, doucement, les choses toutes étape par seules, ouais étape, mais y aller à 100 quand il faut y aller, et bien communiquer comme tu le fais aujourd'hui. Parce que tu communiques quand même beaucoup. C'est-à-dire que c'est vraiment très important. Ça te ramène quand même beaucoup, beaucoup franchement, de les réseaux sociaux, je vois pas pourquoi il faut s'en priver. C'est ouais, gratuit, c'est une publicité permanente, ouais tout le monde regarde, faut y aller. C'est très important la communication, c'est vrai. et de respecter, voilà, même au niveau de l'ambiance du salon, exact. Pas suivre forcément une tendance, Ah oui, mais que le salon, ou le voilà. commerce te ressemble, En en tout fait, cas, tout dans tous simplement. les corps de métier, je pense qu'on peut mettre Mmh. de l'ADN et un peu d'humain. Ouais. Tu vois, même, mon cousin qui a une agence immobilière, je trouve qu'il fait bien parce que du coup, il met en avant le côté humain, l'équipe, les gens. C'est pas toute la journée des photos et des vidéos d'appartements. Ouais. Il y a de C'est l'humain ça, ouais, derrière, il y a des gens bien qui sûr. travaillent et ça donne envie, ça donne confiance aussi. Donc je pense dans tous les métiers, en fait, il faut absolument mettre de l'humain. On est des êtres Mmh. humains, donc autant se Tu montrer. peur que les robots te prennent ton métier un jour ou pas? À chaque fois, on dit Franchement, j'ai que très peur, mais je pense que heureusement, Dieu merci, c'est un métier artistique et le robot, il aura pas enfin, je pense qu'il aura pas ce côté, bah, je sais pas si on peut la vraiment remplacer sensibilité l'art, je crois pas, artistique, hein. ouais.
Merci Ornella d'avoir pris le temps merci à toi, tous ces précieux conseils. Merci à vous d'avoir suivi Va Vie et Entreprends, ce podcast qui retrace le parcours aujourd'hui d'Ornella. Comme quoi bosser en famille, ça peut être super bien. Il n'y en a pas beaucoup qui vous diront ça, mais j'espère qu'après ce podcast, vous en saurez plus et que vous serez rassurés. En tout cas, suivez votre passion, suivez votre instinct, entourez-vous. Allez-y doucement au début pour ensuite bien décoller, communiquer et entourez-vous et restez humain.